Tout de suite l'enregistrement. C'est bon. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. D'abord, est-ce que vous êtes en forme? Vous pouvez peut-être réagir juste avec un petit pouce. Vous avez le moyen de réagir si vous le souhaitez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes très heureux au nom de l'ANSA de vous accueillir. Je suis accompagnée de ma collègue Sarato. Notre association, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, anime le groupe pilote Petite Enfance. Et aujourd'hui, nous sommes dans un format élargi qui nous permet de vous rencontrer. C'est aussi la magie de la visio et d'avoir une représentation territoriale assez large. Je vois qu'il y a beaucoup de cités éducatives, mais on a aussi bien sûr des représentants au national de la NCT, de la DGESCO, et je vois aussi qu'on a des représentants des services de l'État, de l'équipe 1000 premiers jours, la CAF, etc., et un certain nombre d'associations. Donc, nous sommes très contents de cette diversité de participation. Je vous indiquais que cette visio s'inscrit dans la préparation également de la grande journée nationale qui se tiendra le 10 octobre. Vous avez dû recevoir un lien d'inscription. Alors désormais, le lien d'inscription est bouclé. Néanmoins, on vous donne encore la possibilité de vous inscrire et Sarah va partager un lien vers un tableau que vous pourrez renseigner si jamais vous ne vous êtes pas inscrit. Je vous invite à venir nombreux. Cette journée aura lieu à Paris, dans le 12e arrondissement, dans un lieu qui est assez sympa, qui s'appelle le Ground Control, qui est 80 rue du Charolais, tout près de la gare de Lyon, accessible facilement par le métro. Je le vends bien. J'espère vous y voir nombreux et notamment le matin, nous animerons un atelier thématique. Alors, je crois qu'il y a une possibilité en effet d'accéder en tout cas au format plénier en visio. En revanche, je ne suis pas certaine pour les temps du matin, on pourra vous le reconfirmer. Voilà, donc on vous partage ce lien. N'hésitez pas à vous inscrire. On se donne environ, on va dire, 8 jours pour que vous puissiez le renseigner, ce qui nous permettra de transmettre l'information aux organisateurs pour prévoir au mieux votre accueil. Vous avez reçu l'ordre du jour de notre visio. Alors, sachez que c'est la deuxième pour le groupe pilote Petite Enfance dédié à un sujet qui vous tient évidemment à cœur, vous qui êtes des acteurs de la communauté éducative, le sujet de la transition entre la petite enfance et l'école. Nous avions organisé une première visio thématique à la demande des membres du groupe pilote Petite Enfance qui estimaient que c'était un axe important à explorer et sur lequel partager un certain nombre d'expériences. Cette visio avait eu lieu au mois de décembre 2021. Elle a eu pas mal de succès et nous sommes très heureuses d'organiser cette deuxième visio qui sera l'occasion d'accueillir 3 grands témoins puisque la transition petite enfance-école prend des formes diverses et variées. Vous développez des actions différentes et évidemment, on ne pouvait pas ne pas mobiliser l'éducation nationale et on est très heureux de voir qu'on a un certain nombre de représentants qui vont pouvoir nous parler également de ces projets-là, de leur point de vue. Donc, le principe est assez simple. Nous allons donner la parole à un certain nombre d'intervenants qui vont pouvoir partager leur retour d'expérience. Pendant leur intervention, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à compléter, poser des questions que nous pourrons reprendre en synthèse. Et à la fin de chacun des retours d'expérience, on s'accordera un petit temps qui nous permettra de rebondir sur vos questions et nous l'espérons pouvoir donner la parole à l'un ou l'autre d'entre vous. Voilà pour les conditions d'organisation de notre visio. Alors maintenant qu'on a dit que c'était enregistré, ça a bien mis la pression sur les intervenants. Je vous invite à les encourager. Alors comme on est à distance et que vous avez bien fermé vos micros, on va les applaudir peut-être comme ça pour les encourager, pour démarrer. Voilà, et les premiers à intervenir, je vais peut-être te laisser la parole, Sarah. C'est des représentants de la cité éducative de Lormont. Tout à fait. Et donc, je passe la parole à Monsieur Ruot. Bonjour, Jean-François Ruot. Je suis chargé de mission politique de la ville en Gironde, la DS2N de la Gironde.
et je suis également chef de projet de la cité éducative de Lormont pour le versant éducation nationale. Et donc, nous allons co-intervenir. Bonjour, je suis Chloé Estève, chef de projet pour la ville de Lormont, donc sur la cité éducative de Lormont. On constitue en effet le binôme de chef de projet opérationnel pour la cité éducative de notre territoire. Donc, nous allons vous présenter un travail qui a été réalisé l'an dernier dans le cadre de la cité éducative, mais c'est un travail qui prend ses racines il y a beaucoup plus longtemps, suite à une étude qui avait été menée sur les 2 REP+ de Lormont par rapport aux difficultés, par rapport à tout ce qui relève de la prévention du décrochage scolaire. Et le constat qui avait été renvoyé à ce moment-là, c'est que pour beaucoup de familles, la première scolarisation, la première entrée en maternelle, était déjà vécue comme difficilement, suscitait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de méconnaissances, beaucoup d'incompréhension, et que quelquefois, dès ce moment-là, on avait des trajectoires qui commençaient, on va dire, à diverger. Donc, dans le cadre de la cité éducative de Lormont, qui a démarré en 2019, on avait bien entendu ciblé les questions autour de la petite enfance et de l'articulation entre petite enfance et maternelle. On a débattu, on a exploré pas mal de pistes autour de dispositifs, autour des TPS, autour d'autres dispositifs que nous aurions pu monter. On s'est heurté quelquefois à certaines impasses. La période de Covid ne nous a pas vraiment aidés. Et ce sur quoi nous nous sommes arrêtés l'an dernier, c'est la réalisation et la mise en œuvre d'un clip, enfin de plusieurs clips exactement, et notamment d'un clip que nous avons voulu sur un format relativement court, aisément diffusable et qu'on puisse regarder depuis n'importe quel support, un clip sur l'école maternelle pour montrer à des parents qui ne connaissent pas du tout cette école, qui ne connaissent pas du tout les modalités d'accueil, ce que ça pouvait être avec un zoom sur des moments qui sont quelquefois peut-être un peu mystérieux, comme la restauration, le repos, ainsi de suite. Le parti pris, ça a été de faire une démarche intercatégorielle dans la conception de ce film. Donc, nous avons réuni un groupe de travail pour élaborer et pour réfléchir au contenu avec l'association 12 Films qui nous a accompagnés pour la réalisation. Donc, ce groupe de travail il a été constitué d'enseignantes, de directrices d'école maternelle, de personnel de la petite enfance, mais également de parents d'élèves. Qui ont pu nous dire ce qui avait été pour eux des freins, des inquiétudes au moment de la scolarisation de leur enfant en maternelle. Et on a eu plusieurs séances de travail pour affiner, pour définir les contenus. Ensuite, on a eu un parti pris, si vous voulez. On a 6 écoles maternelles qui sont englobées dans le territoire de la cité éducative. Donc, on a souhaité que le tournage, que les images qui sont dans cette vidéo soient prises dans chacune de ces écoles et qu'on ne fasse pas quelque part un catalogue pour les parents ou pour les familles des diverses écoles de la commune et du territoire cité éducative. Donc, ce travail a été mené, ça a été un travail de long terme sur l'année scolaire, et il a été présenté en fin d'année, et on a commencé sa diffusion. C'est un document qui est destiné, donc, comme je vous disais, à pouvoir être vu par n'importe quelle famille, soit de manière spontanée, soit de manière accompagnée. On y reviendra, et ma collègue Chloé va y revenir plus particulièrement en termes de support de médiation.
mais c'est également un clip que l'on a voulu disponible dans tous les espaces où les parents de futurs élèves de maternelle sont susceptibles d'aller. Donc sur la PMI, sur l'accueil de la mairie au moment des inscriptions scolaires et sur d'autres lieux identifiés sur le territoire. En parallèle de ce travail, on a mené un tournage dans chacune des écoles et chaque école a son propre support qui là, met en lumière l'école elle-même et son fonctionnement. Et ça, ce sont des supports dont les collègues se servent lors de l'accueil des familles et tout au long de l'année si nécessaire. Voilà. Le clip est disponible, il est visible en ligne. Il n'y a pas de droit dessus, donc tout le monde peut l'utiliser. Et c'est un support que l'on a conçu comme, alors qu'il faudra certainement réactualiser dans quelques années, mais que l'on a conçu comme pouvant servir sur le moyen terme pour la cité éducative. Je vais laisser Chloé intervenir sur particulièrement les aspects de médiation, puis on répondra à vos questions tout à l'heure. À côté du clip vidéo, pardon, on a fait réaliser aussi un certain nombre de flyers avec un QR code qui permet d'accéder très directement à cette vidéo. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, pour juste compléter ce que présentait Jean-François dans la structuration du travail, c'est finalement la réalisation d'un outil qui nous a permis de poursuivre deux objectifs différents. Le premier, de se doter d'un outil d'information et de médiation, support de médiation à destination des familles. Mais le deuxième objectif qu'on avait, c'était aussi de structurer un travail intercatégoriel et de regrouper les professionnels de la petite enfance et de l'école maternelle, dont on s'est aperçu dès les premiers temps de travail sur ce projet-là qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes points de la journée qu'ils pensaient nécessaires à communiquer, les mêmes questions qui remontaient de la part des parents, selon si les parents se trouvaient plutôt en lien avec la sphère scolaire ou plutôt en lien avec les structures petite enfance. Un vocabulaire aussi qui est utilisé par le corps enseignant et qui est bien spécifique à l'école, qui n'est pas forcément maîtrisé par les personnels de la petite enfance, etc. Donc, on a vraiment travaillé nos ateliers d'écriture pour aussi fédérer un petit collectif d'acteurs et travailler sur l'interconnaissance entre les acteurs petite enfance et scolarité. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, on a vos visages qui sont figés autour. Donc, si des fois on est inaudible, vous nous faites signe. On vous entend parfaitement bien. Ok, super. Donc, c'est l'image qui ne suit pas. Parfait. Voilà. Donc, en effet, ce film, une fois qu'il a été monté, donc à l'issue des tournages dans les écoles maternelles, on obtient un outil support à communication qui est donc déposé en ligne et qui est relayé par un flyer qui porte un QR code qui permet d'y accéder n'importe où. L'enjeu pour nous, ça a été du coup dès la fin de l'année scolaire, et puis ça va surtout l'être maintenant sur cette année N+2, ça va être de travailler la médiation autour de cet outil, puisque l'outil ne peut pas se suffire à lui-même. On peut faire le postulat que les familles qui y accéderont le plus facilement sont peut-être les moins éloignées de l'école, les plus en recherche ou les plus actives sur la recherche d'informations. Et donc, tout l'enjeu va être de porter cette vidéo vers les familles les plus éloignées de la question scolaire pour susciter chez elles la discussion, la réflexion et la projection vers les premiers pas à l'école maternelle. Donc, cet été, ce qu'on a commencé à tester, c'était un format d'animation publique. Alors, on l'a travaillé pendant l'été, réellement au mois de juillet-août, en s'appuyant sur des manifestations publiques du territoire. Ça a été compliqué pour nous parce qu'entre les périodes de canicule et les départs plus nombreux sur le territoire cet été, on a eu un très très faible nombre de publics présents. Par contre, on a mis en place 2 animations le mercredi matin, veille de la rentrée scolaire, et un mercredi après-midi sur une esplanade qui est très centrale à Lormont, qui est équipée d'une grosse aire de jeu, donc il y a beaucoup de passages les après-midi. On avait envoyé une invitation par mail et par texto à toutes les familles qui avaient des enfants qui étaient inscrits en petite section. Et on a rencontré pas mal de monde, donc autour de 2 animations ludothèques et ce qu'on appelle des lectures pelouses chez nous. C'est une association qui fait de la lecture publique.
L'idée, c'était pour nous de permettre aux familles et aux enfants de se retrouver autour de 2 supports qui sont très présents dans les journées scolaires, hein, le rapport au livre et le rapport au jeu partagé. Et puis, c'était aussi d'inviter autour de ces temps-là des partenaires, je dirais, socio-éducatifs à venir co-animer ces invitations faites aux familles pour que, en venant partager un moment de jeu, les familles soient susceptibles de rencontrer l'équipe du centre social, une assistante sociale référente de la MDSI, le médecin de PMI à l'avenir, etc. On a un autre outil sur le territoire qui est très précieux pour nous sur la circulation de ce film, puisqu'on travaille depuis plusieurs années avec une mission parentalité qui coordonne un trinôme de médiatrices en milieu scolaire. Donc, ce sont aussi 3 médiatrices qui sont susceptibles d'accompagner la diffusion de ce document. Une fois qu'on a fait circuler ce petit flyer et qu'on a donné l'existence de cette information, je ne vous l'ai pas dit, mais d'ailleurs, on l'avait mis en lien dans le mail d'invitation des familles aux animations de pré-rentrée. Donc, ça veut dire que toutes les familles de petite section ont reçu ce lien par mail. L'idée, c'est aussi après d'arriver à appréhender les espaces où les familles peuvent le regarder seules et d'autres espaces ou d'autres familles pour qui on est plutôt dans une forme de visionnage accompagné et où la petite capsule vidéo peut servir de démarrage à la discussion avec un professionnel. Voilà, donc, c'est un outil qui se veut très multiforme, qui est aussi pensé pour pouvoir parler aux enfants. Et on a pas mal de familles qui nous ont fait le retour qu'elles l'ont regardé avec les enfants et que dans les semaines précédant la rentrée à l'école, ça leur a permis de visualiser certains espaces, de mettre des images derrière certains mots. Moi, je l'ai expérimenté à titre tout à fait personnel. Mon fils a découvert un dortoir pour la première fois et il a mis du coup des images derrière un mot spécifique d'un espace de l'école qui allait l'attendre. Donc voilà, c'est un outil qui peut être très multiforme, mais qu'on va continuer à exploiter sur le territoire et autour duquel on essaye vraiment d'animer une dynamique d'acteurs. Comment on en parle, quels mots on met derrière, quels sont les moments importants de l'école qu'on a besoin d'expliquer. Est-ce qu'on a besoin de rassurer les familles sur les moments de vie collective à l'école pour leur permettre d'accéder au sens scolaire, ou est-ce qu'on va présenter en premier le sens scolaire et rassurer derrière sur les moments de vie collective? Voilà, tout ça, c'est tout un tas de questions qui nous ont animés dans sa réalisation. Alors, je vois dans le chat… Déjà s'arrêter là. Excusez-moi, à vous. Non, mais je pense qu'on peut s'arrêter là et puis laisser place aux questions. Ce sera peut-être plus intéressant. Oui, alors je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé le lien vers le clip, etc. Donc, peut-être on peut partager le clip, Sarah? Oui, si vous voulez. Hein. Je pense que comme ça, tout le monde le verra et puis on se prend un petit temps d'échange. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit l'écran. Oui. Tu as bien partagé le son. Bonjour ce matin. Comment on se dit bonjour? Bonjour, mademoiselle. Ah oui. Un gros bisou à maman. Alors, comment on se dit bonjour, Raniane, ce matin? Ah, c'est très bien. Bonjour, Soso, ça va? Des fois, je regarde des livres, des fois, je fais des dessins, des fois, je joue aux jouets. Qui c'est qui a écrit la date ce matin? Moi, Zaïd, avec qui? avec Adèle. B, C, D, E, A, N, D, écrit l'alphabet. C'est ça, toi, l'enfant d'étoile. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X. Une main entière et 3 doigts, c'est 8. La pastèque. Pastèque. Non, pastèque. Voilà. Ils sont petits, mais ils sont pas la même taille que les grands.
C'est plus facile. Aussi, il y a ça pour se laver les mains. Comme ça. C'est facile. À la poubelle. Je prends les crêpes d'Arthur. Je prends les crêpes d'Arthur. Je les mets dans l'arbre. Comment tu comptes? Et voilà. 1, Oui, 2 et 3. très bien. On mange du poulet dans la cantine aussi. Moi, je mange du poisson pané et des frites. Moi, j'adore les oignons, donc j'en mange un peu. En fait, cette salle, c'est pour qu'on dort. Ah, Allez, on s'allonge. Et maintenant, on va faire un gros dodo. Encore, on lève les bras. Très bien. Vous avez entendu, on change. Merci, merci beaucoup. Ça fait du bien, hein, je pense. Bravo, bravo à vous. On va peut-être prendre une question. Est-ce qu'il y a une question dans le groupe? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient avoir des précisions par rapport à votre présentation? Un grand merci pour votre présentation. Et puis, on partagera le lien également sur la grande équipe dans notre groupe pilote Petite Enfance. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Non, je ne vois Je pas. n'ai pas de questions. Bien. En tout cas, je crois que vous avez convaincu beaucoup de monde et vous serez une vraie source d'inspiration. Chut, s'il te plaît. Bravo, bravo à vous. On va changer de territoire et on va laisser la parole au réseau Montmartre. Bonjour. Alors, je vois qu'il y a la Cité éducative de Brest qui nous indique qu'ils s'inspireront de ce clip vidéo dans le cadre de leur travail avec ATD Carmont. Merci. Alors, Mona Bernia du réseau Montmartre. Et je ne suis pas seule puisqu'on est deux. Il y a Julia avec moi. D'abord, je m'excuse, je suis dans un lieu public un peu bruyant, mais on est mercredi après-midi et j'ai aussi un enfant qui est à côté, voilà, est pas loin. Donc, Julia est par là. En fait, on est deux. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, c'est même Julia qui va… Moi, je vais faire une petite intro et Julia, elle a piloté le projet parce qu'elle est basée à Marseille, parce qu'on part en effet dans plus à l'est, en tout cas dans le sud, mais plus à l'est à Marseille, dans la cité éducative Malpasset-Corot. Donc, je vais faire une petite intro et puis ensuite, Julia qui a piloté le projet côté Marseille va pouvoir vous en parler plus en détail. On a fait un petit PowerPoint. Est-ce que ça fonctionne?
Je pense Oui, que c'est oui, bon. vous devez voir mon écro. Super. Très bien, vous pouvez le mettre en diaporama, en visionnage, C'est comme ça, ça on verra voilà. un grand écran. Comme ça, c'est mieux. Donc, Réseau Montmartre, je sais pas. Alors, je sais qu'il y a des gens autour de la table, si je puis dire, qui nous connaissent. J'ai vu la cité éducative de Poissy avec laquelle on travaille et peut-être d'autres que j'ai pas repérées. Mais voilà, on est une association qui a 21 ans maintenant et qui travaille à une société plus solidaire. C'est des grands mots, mais concrètement, on vient de l'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des projets. Nous, c'est par la pratique artistique qu'on va travailler sur développer le pouvoir d'agir de chaque enfant. On aime bien dire éducation artistique et citoyenne. Voilà, pour être très rapide, on a plusieurs modalités d'intervention. On a des lieux physiques, on est accueil collectif de mineurs après l'école dans plusieurs villes en France. Mais aujourd'hui, la modalité, c'est cette modalité hors les murs. Donc, le projet qu'on va vous présenter, c'est notre modèle d'intervention hors les murs, en l'occurrence dans des écoles maternelles. On est également organisme de formation. Je passe très vite. Ça, c'est la frise, mais pour vous dire que nous, la petite enfance, c'est un des axes. Historiquement, on est sur des un peu plus grands. Et puis, justement, prenons conscience d'à quel point cette charnière éducative, avant l'entrée à l'école est clé. On est petit à petit allé vers des projets autour de la petite enfance et notamment celui qu'on va vous présenter. Ça, c'est notre implantation nationale. Voilà. Je voulais aussi, justement, puisque là, autour de la table, c'est des cités éducatives, on est fiers d'être partenaire officiel des cités éducatives. On a ce label. Et voilà, là, on en a listé, on travaille sur 11 territoires aujourd'hui auprès de cités éducatives. Alors, c'est très divers, ça peut être, on travaille dans des collèges aussi, dans des interventions en collège à Clichy-sous-Bois, voilà, divers types de projets, mais là, donc, on va se concentrer sur Marseille, Malpasset, Corot. Et le projet dont on va vous parler, on l'a appelé l'école en pente douce. Donc, c'est marrant parce que les constats de départ que vous partagiez sur Lormont, on a les mêmes, c'est cet enjeu d'entrée à l'école. De toute façon, on est tous là pour ça. En fait, vous êtes déjà convaincus. D'habitude, il faut, quand on présente ce projet, parfois des financeurs, parce qu'on essaye aussi que ces projets puissent être financés, cofinancés par parfois des méthodes. Je crois qu'autour de la table, on est un peu experts. Mais on s'est appuyé sur le rapport des 1000 premiers jours, sur aussi, nous, on a beaucoup lu Sophie Marinopoulos sur la santé culturelle, ces travaux-là. Mais donc, on sait que les 1000 premiers jours sont clés, voilà, et que l'entrée à l'école, ces premières années sont clés pour prévenir le décrochage scolaire précoce. Il y a vraiment c'est aussi issu de groupes de travail préparatoires à la cité éducative, juste pour refaire l'historique, c'est qu'il y a eu des réunions de pilotes et préparatoires qui ont fait émerger vraiment ces témoignages de responsables d'écoles maternelles qui disent quand on voit les enfants, et donc nous, notre projet, il s'adresse prioritairement aux enfants qui n'ont pas eu de garde, accès à un mode de garde formel, crèche, voilà, avant l'entrée en maternelle, et donc ce manque criant de socialisation et de repères. Il nous disait, en fait, on passe vraiment des enjeux de socialisation quand il y a eu Mona, je me collectif permets en de amont. vous arrêter. Oui, Mona, je me permets de pardon. vous arrêter parce que c'est vrai que le son, c'est compliqué de vous entendre. Ah, donc, j'ai plusieurs c'est vrai, personnes c'est vrai. Voilà, j'ai plusieurs personnes qui s'adressent à nous, voilà, Qui parce disent qu'on ça. n'entend pas très bien. Ah bon. Là, Est-ce que si je parle comme ça, déjà, c'est mieux? Oui, Ah, déjà désolée, beaucoup c'est mieux. mieux comme ça. Ah bon, désolée. C'est Je voyais beaucoup pas mieux, le chat merci. parce que j'ai... Désolée, désolée. N'hésitez Merci, pas, Mona. je vais parler plus fort. Je suis vraiment désolée d'être dans ces conditions-là. Merci. Donc, c'est ce constat de manque de socialisation et un des outils, parce que bon, nous on se dit que c'est par les outils d'éveil artistique qu'on va pouvoir embarquer ces très jeunes enfants et les aider dans leur socialisation au très jeune âge. Le format qu'on propose pour être dans le concret et pour après partager vraiment le retour d'expérience très concret à Marseille, c'est que par ces ateliers d'éveil artistique, donc on parle d'éveil corporel, d'éveil musical, on va en fait travailler sur le développement des compétences psychosociales moteurs
du jeune enfant. Nos ateliers, l'idée, c'est qu'ils aient lieu dans l'école maternelle. Donc déjà, rien que le fait que c'est parents-enfants, alors très souvent maman-enfant, on va pas se mentir, je crois qu'on a eu peu de papas. Tu nous diras, Julia, s'il y a eu des papas à Marseille, mais donc c'est en binôme. Alors on a parfois la fratrie aussi, mais les plus grands. Donc c'est de familiariser l'enfant et son parent au cadre et à l'environnement scolaire. Donc on est sur l'aide, j'ai beaucoup parlé de l'enfant là et de son développement psychosocial. Évidemment, c'est aussi c'est du soutien à la parentalité et qu'évidemment on intègre autant d'ailleurs le parent que l'enfant. Ces ateliers, ils ont aussi vocation à faire sortir les parents d'une forme d'isolement. On parle de famille assez isolée. Si l'enfant n'a pas été mis en mode de crèche de garde formelle, c'est souvent aussi pour des questions culturelles. Voilà, on garde son enfant, on est un peu dans des mamans notamment qui restent pas mal chez elles. Voilà, donc on a mené ces ateliers. Le format, alors après là, c'est un format un peu type. Je vous présente un peu le cadre. Évidemment, ça s'adapte. On l'a mené aussi dans le 19e. On a une expérimentation en cours dans le 19e à Paris, le 19e arrondissement de Paris. Bon, ça prend un autre format. Hein, mais en gros, l'idée, c'est que ce soit récurrent. C'est idéalement des mercredis matins où une salle de l'école peut être mise à dispo. Des séances. L'idéal, c'est que les familles reviennent. On le verra tout à l'heure, c'est le plus difficile. On a finalement parfois des familles qui viennent une fois, on a du mal à créer cette régularité, mais voilà. Et encore une fois, Julia fera un focus là-dessus, vraiment le côté inscription des familles, donc tout un réseau de partenaires pour mobiliser les familles et les faire venir. Mon micro a été désactivé. Est-ce que c'est à ce point-là compliqué? Ah oui. Vous m'entendez? Mon micro avait été désactivé par l'organisateur. Oui, c'est bon, Mona, mais okay. On entendra peut-être mieux. Julia, il y a dès à présent une question. Est-ce que vous travaillez des partenariats passerelles avec les établissements de petite enfance? Julia, tu veux répondre? Comme ça, je coupe mon micro si c'est désagréable pour tout le monde. Oui, bien entendu, tout au long du démarrage et au cours de la mise en œuvre, on a de cesse de solliciter les lieux d'accueil par enfants, les réseaux d'assistantes maternelles également, les crèches, les PMI, afin de leur transmettre l'information de ce type de projet. Néanmoins, malgré le travail avec ces partenaires, ça reste quand même une grosse partie du projet que de mobiliser les familles et de les faire venir sur les projets. Notamment aussi parce que c'est un projet qui s'adresse aux parents et à l'enfant et à potentiellement un atelier partagé, ce à quoi les familles ne sont pas forcément habituées, même si nous, on pense que c'est là l'essentiel en fait du projet, c'est que l'enfant et le parent partagent un moment de qualité autour d'une pratique artistique qui développe les compétences psychosociales de l'enfant, mais du parent également, et dans leur appréhension de l'école et de l'environnement école. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit Mona, en fait, on veut absolument que ce projet se déroule dans une école. Donc, ça démarre évidemment par des réunions d'organisation avec la directrice de l'école qui a accepté que le projet se déroule au sein de son établissement, mais aussi les équipes du personnel municipal qui vont nous donner accès à l'école à ce moment-là et qui vont être un peu les garants que le projet puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour les parents, les enfants et l'artiste intervenant, mais aussi pour que l'école reste telle que les enseignants souhaitent qu'elle reste et le personnel municipal aussi. Ça, c'est vraiment un vrai travail, en plus du travail qu'on fait avec les partenaires autour de la petite enfance, c'est d'avoir un réel partenaire avec la directrice de l'école ou le directeur, pardon, et le personnel municipal qui travaille au sein du projet et de vraiment les faire en sorte qu'ils soient partie prenante du projet. On se rend compte que plus on les implique dans la construction du projet et même vers son développement artistique ou de la thématique qui va être abordée, plus on réussit
à faire en sorte qu'ils s'approprient le projet et puissent derrière communiquer auprès des familles qui peuvent identifier comme étant des familles qui auraient ce besoin de pratiquer une activité artistique entre parents et entre enfants dans le but de les familiariser, de les rapprocher de l'environnement école. Donc, en fait, voilà, je vois une question. Le projet, c'est un projet là à Marseille qui a été de 16 ateliers. 16 ateliers, la directrice de l'école où avait lieu le projet nous a au cours des réunions, plutôt dit qu'elle pensait qu'il serait plutôt pertinent que ces lieux sur la deuxième partie de l'année scolaire pour qu'on puisse réellement être le plus proche possible de l'entrée à l'école des enfants qui décideraient de participer au projet avec leurs parents. Et donc, un artiste intervenant ou plusieurs, ça dépend comment on le construit, mais qui vient et qui organise des ateliers artistiques autour de sa discipline de prédilection, accompagné d'un co-animateur ou d'une co-animatrice. Et en fait, ce travail de binôme artiste et co-animateur, il nous a semblé essentiel. Et ça a été, la mise en œuvre du projet a prouvé de sa pertinence. C'est que le co-animateur ou la co-animatrice, il est aussi là pour faire le lien avec le parent. Parce que ces ateliers, c'est un moment où l'enfant et le parent peuvent partager un moment, mais aussi progressivement travailler sur la séparation et aussi permettre aux parents de trouver un lieu où il peut échanger avec d'autres familles ou avec ce co-animateur et cette co-animatrice qui, on le souhaite, soit le plus au fait possible de tous les partenaires qu'il peut y avoir dans l'accompagnement à la parentalité sur le territoire, mais poser ces questions et trouver un soutien sur ces problématiques de parents ou de rapport à l'école. Donc voilà, un artiste qui mène des ateliers artistiques qu'on souhaite le plus en mode projet. L'objectif étant qu'à l'issue, il y ait quand même un temps de restitution. Après, ça n'est pas une obligation, ça va aussi dépendre de comment le projet se déroule. Pour la réalité des choses, ça a été qu'à Marseille, la mobilisation des familles, malgré tout le travail vraiment de mobilisation auprès de la directrice de l'école maternelle qui nous a adressé beaucoup de familles, mais aussi des autres directrices d'école ou directeurs d'école du territoire de la cité éducative et de tous les acteurs de la petite enfance, on a eu des familles qui ne sont pas venues régulièrement. On a eu quand même 25 enfants et 11 mamans, mais on ne peut pas dire qu'on en ait vu beaucoup dans une régularité. Et ça, ce serait... on pense que le projet, il aurait encore plus d'impact si cette régularité pouvait s'installer. Voilà, je pense que vous voyez un peu ce qui est à l'écran, mais les ateliers sont menés avec un temps d'accueil, un temps d'échange qui se veut le plus bienveillant et rassurant possible pour les familles. On partage un café, on discute, et puis progressivement, on se met en route vers l'atelier artistique. Il y a un vrai travail d'aménagement de cet espace école, qui est quand même généralement un espace où il y a énormément de sollicitations, de choses qui peuvent vraiment happer l'enfant, surtout vu qu'il est très petit. Donc, on a vraiment travaillé à amener du matériel pour pouvoir s'approprier les lieux en les respectant. On passe vraiment par un travail artistique qui est de l'ordre de l'expérimentation, qui est évidemment très adapté à la petite enfance. Et là, on fait appel, bien entendu, à des artistes intervenants qui aient vraiment l'habitude, l'expérience de travailler avec les tout petits. Et puis, tout au long du projet, on tente de créer des moments pour que les mamans, les papas puissent progressivement se détacher ou réellement participer, parce qu'il y a une autre chose qu'on peut observer réellement, c'est que certains parents se mettent, et vous le voyez là dans les images, il est difficile de temps en temps de faire participer certains parents. Ils ont une telle habitude d'être dans une position d'observation où ne se sentent pas légitimes à la participation. Il y a un vrai travail de la part de l'artiste et du co-animateur, de la co-animatrice, de les embarquer dans les ateliers. Nous, on a fait un choix sur ce projet-là de partir avec un collectif d'artistes, mais qui avait sur le projet une thématique, un fil conducteur commun, mais de multiplier les différentes expressions artistiques utilisées
pour développer l'éveil à la pratique artistique des petits auxquels on s'est adressé. Julia, il y a quelques questions dans le Ouais, chat. Alors, et notamment sur est-ce qu'on a accueilli toutes les familles je crois, et donc là, dans le bilan, on le voit, on va en parler. On vous a partagé le bilan tel quel qui a été voilà, écrit avec la cité éducative. Donc, on dit tous les points, le positif et le négatif, et notamment la mobilisation des familles, c'est le point clé. Donc, je crois que la question de filtrer et de dire à certaines familles, non, vous ne pouvez pas venir et ce n'est pas posé, parce qu'au contraire, l'enjeu, c'était de réussir à ce que les ateliers soient tous remplis, je crois. Julia, je te laisse… non, on ne s'est jamais retrouvé en situation de dire non. On espère que ça ne sera jamais le cas. L'objectif n'étant pas de fermer cette possibilité à des familles. Pour l'instant, nous, on a travaillé principalement avec des prescripteurs, même si on a eu une communication publique, mais les premiers prescripteurs ont été les responsables d'établissement, qui en fait étaient soit capables avec les enseignants d'identifier des enfants qui, même déjà en très petite section ou en petite section, manifestaient tout ce que vous avez les uns les autres observé, des difficultés à s'intégrer, à être prêts à acquérir les enseignements fondamentaux, à des problèmes de sommeil. Donc, soit eux, soit aussi des enfants dont les petits frères et les petites sœurs allaient rentrer à l'école. Donc, eux, ça a été les premiers prescripteurs. Et puis, certaines familles sont venues aussi spontanément parce qu'elles ont trouvé le flyer via une des passerelles qu'on a utilisées pour le diffuser. Mais on ne s'est pas retrouvé en situation de dire non à des familles. Et autre question, Julia, je fais un peu et en effet, est-ce que vous avez travaillé avec les services culturels de la ville? Parce que c'est toujours un peu un sujet, l'axe culture. Alors, nous, Montmartre, on est assez identifiés. Donc, il y a même parfois, nous, on travaille sur nos projets périsco, parce qu'on vient du périsco même pour les plus grands, donc les DRAC et tout ça, en général, oui. Mais là, je ne crois pas trop. Non, pas du tout. C'est un projet qui a été porté pleinement par la cité éducative, par la coordinatrice éducation nationale, qui a fait le vrai travail de lien avec les établissements. Mais non, on n'a pas travaillé avec le service culturel de la ville. Des crèches ont participé à Montmartre? Pardon? C'est une question, s'il vous plaît. Des crèches ont participé à des ateliers de Montmartre? Alors, dans ce cadre-là? Oui. Non, les crèches n'ont pas participé puisque c'était originellement des ateliers parents-enfants. Donc, on s'est adressé aux crèches pour qu'elles transmettent l'information à des familles qui pourraient être intéressées, mais les crèches n'ont pas directement participé. D'accord. Donc, c'est après sur d'autres… là, on était uniquement dans une expérience parent-enfant. Ouais. Mais c'est déjà très bien. Oui, tout à fait. Après, ça nous est déjà arrivé d'intervenir en crèche sur des ateliers d'éveil artistique. Ça, le réseau Montmartre en a l'expérience et l'expertise, mais pas dans le cadre de ce projet-là. Parce qu'en fait, aussi, l'idée, c'est vraiment, et Mona l'a dit, c'était d'être un pied dans l'école. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les photos, mais on voit très bien que ces enfants, pour certains qui n'avaient jamais mis un pied dans l'école, ils se retrouvent à être en collectivité, à pratiquer une activité dans un environnement qu'ils ne connaissent absolument pas. Il y a un tableau, il y a les matelas qui sont prêtés par l'école. Et donc, on sent quand même une confiance de l'enfant qui se développe du fait qu'il pratique et qu'il ait accès en fait à cet environnement, à cet espace. C'est d'autant plus facilitateur que c'est une pratique attractive. C'est un atelier qualitatif qui va être source de plaisir pour l'enfant. Donc, ce lieu va pour lui représenter, en termes de mémoire sensorielle, ça va être « c'est là où je venais faire mes ateliers alors que je n'avais pas encore pris les cours » et le bâtiment et ce lieu va être associé à une notion de plaisir. Ça, c'est déjà très, très bien.
Tout à fait. Et la question peut se poser parce qu'en fait, tous les enfants qui participent, vu qu'on est sur un territoire cité éducative, ne vont pas forcément aller à l'école dans cette école-là. Mais on le sait tous, en fait, les écoles se ressemblent beaucoup les unes les autres. Les salles de motricité, c'est à peu près toutes les mêmes. Donc, on se dit qu'un enfant, il est là, il est dans cette salle de motricité, il fait sa pratique, comme vous le dites, dans un contexte de bienveillance et de plaisir. Puis, il va aux toilettes, ces petites toilettes, il se rend compte qu'il y a des toilettes qui sont adaptées pour lui-même. C'est qu'en fait, voilà. il va retrouver des repères. Mais exactement. Je ne rejoins pas à 100% sur les bâtiments sur place. En tout cas, sur l'expérience des 30 écoles qui sont là sous mes yeux, entre guillemets. J'ai vraiment des bâtiments qui sont vraiment différents et même la couleur ou la forme n'est même pas ressemblante. Juste, je vais retrouver le muret et ces petites toilettes, comme vous dites. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour un très bon support pour faire ces ateliers de passerelle. Et je vous assure que je vais le garder en mémoire. Merci. Et donc, on est en train de tenter des réplications. Enfin, pour nous, c'était une expérimentation Marseille. On est donc en cours à Paris 19e. Et puis, Romainville, je crois que j'ai vu quelqu'un de la cité éducative de Romainville qui est en train de se mettre en place. Donc, on en discute depuis un moment aussi. Voilà, c'est du... Pas de la dentelle, mais je veux dire, c'est vraiment un travail quasi individualisé d'aller chercher ces binômes parents-enfants et voilà. Mais l'impact est là. Enfin, on sent, tu avais des histoires, Julia, de terrain, enfin, qui montrent que oui, il y a une façon d'appréhender les choses qui est différente. Enfin, comme le clip, enfin, de toute façon, tout ce qu'on aimerait pouvoir faire, mais là, en tout cas, on sent qu'il y a un besoin, quoi. Oui, et puis on pourra revenir vous témoigner de l'année 2, puisque le projet est reconduit cette année sur la même cité éducative. Et donc, on espère, de par l'expérience qu'on a menée, l'expérimentation qu'on a menée l'année dernière, avec une meilleure connaissance du terrain, avec une meilleure connaissance des enjeux, de voir si on réussit à mobiliser plus de familles et surtout à permettre une forme de ritualisation dans le projet pour les binômes parents-enfants. C'est tout l'enjeu de l'année 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Parce que nous avions consacré aussi une visio à l'ensemble des projets d'éveil artistique et culturel avec un certain nombre de retours d'expérience et c'est extrêmement intéressant de vous accueillir aujourd'hui dans ce projet autour de la transition petite enfance-école. Je crois que la représentante du ministère de la Culture nous avait indiqué que les cités éducatives dans le Grand Est étaient engagées dans un projet similaire. Est-ce que parmi les participants, il y a des cités qui souhaitent partager leur projet, poser d'autres questions? En tout cas, je réponds à la ville de Strasbourg. Et en effet, j'ai dit réplicabilité, là, ce gros mot. Alors évidemment, c'est dans la vraie vie, je dirais que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sur-mesure. Hein. Bien sûr que chaque contexte, chaque territoire est différent, chaque équipe pédagogique et donc, enfin voilà, l'équipe des profs, voilà, il y a des écoles où on a du mal à rentrer, d'autres avec qui on travaille bien. Enfin, donc, oui, bien sûr, les projets varient et on s'adapte et c'est tout le jeu. Je voulais aussi dire aussi que cette expérimentation, elle a pu être possible. Je vais faire un peu mais merci l'ANCT parce qu'on est lauréat de Tremplin Asso et c'est aussi un des projets qui a pu être soutenu financièrement et tout ce temps d'ingénierie et de montage au départ grâce au soutien de l'ANCT Tremplin Asso. Alors maintenant, ça c'est terminé maintenant ce dispositif, mais c'est aussi ce genre d'initiative qui a pu être menée grâce à Merci Mona, ce sera apprécié par l'ANCT. Je vais donner la parole à Valérie Lescane de la cité éducative de Pau. Bonjour à tous. Quelques petites réactions par rapport à ce qui a été présenté. Nous, au sein de la ville de Pau, on a on va dire un éventail de propositions portées par la direction culture qui s'appelle le parcours trajectoire, donc autour de l'éducation artistique et culturelle. Force est de constater qu'il y a peu de choses pour les tout petits.
et les écoles sont très en demande de propositions destinées aux enfants de 3 ans. Au sein de la cité éducative, on a monté un groupe de travail depuis quelques mois maintenant qui est parti en fait d'une constatation de grandes difficultés des enfants à la rentrée 2021. Des petits, pour vous faire les choses simplement, hein, qui avaient été impactés par l'isolement, le manque de sollicitation, de stimulation, etc., et qui sont arrivés à l'école avec des difficultés relationnelles, de développement, etc. Très vite, le groupe a voulu réfléchir sur des propositions d'ateliers parents-enfants, un peu comme ce qui est évoqué là, alors à plus petite échelle, hein, parce qu'il y avait un enjeu à la fois de reconstruire le lien entre les parents et les enfants, de reconstruire aussi le lien entre les parents et l'école, notamment par rapport à la question de la scolarisation obligatoire. Il y avait beaucoup de parents en fait, qui, à la rentrée, arrivaient en disant « Mon enfant a 3 ans, vous êtes tenu de le prendre toute la journée, quel que soit son état d'esprit, ses capacités, son adaptation à l'école. » Donc, il y avait un enjeu de reconstruire le lien avec les parents. Et il y avait aussi tout ce volet de stimulation et de remise, comment dire, de refaire prendre conscience aux parents que parfois par le jeu, par la musique, par les comptines, etc., tout ça, c'est des éléments qui favorisent le développement cognitif, l'éveil des petits. Et donc là, on est sur une phase où l'année dernière, on a mis en place quelques ateliers. Et là, on a construit des propositions diverses avec différents partenaires. Je dois vous avouer qu'on est submergé par les demandes. Les écoles s'en sont toutes saisies. On va essayer de mettre ça en place pendant l'année, mais je pense que voilà, le constat est que les enseignants sont très demandeurs. Et ça va se passer alors sur le temps scolaire, c'est la différence avec ce que vous avez évoqué, et aussi sur le temps périscolaire, mais en lien avec les animateurs du coup de la collectivité. Mais on ne sera pas sur le mercredi après-midi comme vous l'aviez évoqué. On sera plutôt sur temps scolaire ou fin de journée. Voilà. Mais je confirme que c'est un sujet important. Nous, quand on avait lancé la cité éducative, on n'avait pas mis un focus particulier sur cet âge-là. Et là, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. Excusez-moi, comment vous réussissez à mobiliser des enfants tout petits, enfin à faire en sorte que des écoles accueillent des tout petits qui ne font en principe pas partie du système scolaire ni de l'école sur du temps scolaire? Alors là, je vous parle des enfants de 3 ans, hein, nous. Donc, ils sont déjà scolarisés. Ils sont d'âge scolaire. Alors, on a quelques écoles qui ont des dispositifs toutes petites sections, mais là, la difficulté que nous, on avait, c'était avec des enfants qui ont 3 ans, en fait. Ouais, donc, ils sont déjà à l'école. Merci beaucoup Valérie, merci Mona pour le partage d'infos. On va prendre une question de Nathalie Ancinas, enfin question ou contribution d'ailleurs. Bonjour, c'était pour partager. Alors nous, le lien avec les écoles, il est par le biais des MTA, puisqu'on a 5 MTA et puis une classe passerelle. Moins de 3 ans. Ce qu'on appelait auparavant TPS. Maintenant, c'est les classes de moins de 3 ans. Voilà, donc un partenariat avec l'Éducation nationale. Pour rebondir sur la présentation de Montmartre, on a ouvert cet été un nouveau lieu parentalité qui s'appelle les Petits Papetiers et les écoles ont été vraiment un relais d'information puisque les directeurs nous avaient fait part aux élus et à moi-même que les parents manquaient de lieux justement pour faire des ateliers enfants-parents et vraiment ça répond à un besoin des familles. Donc on a eu une 40aine de familles cet été, donc ça nous engage à persister. Et vraiment l'axe de ce lieu, c'est avant tout l'éveil culturel et artistique tout petit en lien avec les parents dans vraiment un axe de prévention. On a la chance à Corbeil d'avoir plusieurs lieux en fait culturels. On a un théâtre, on a une superbe médiathèque, on a des associations autour de la musique. Et en fait, le constat, c'est que ce n'est pas forcément un conservatoire municipal de musique que j'oubliais. Et le public qui fréquente ces lieux-là n'est pas forcément très représentatif de notre population. Donc, tout l'enjeu est d'accompagner et
comment dire, de sensibiliser les parents que ces lieux leur sont ouverts, quelle que soit leur situation familiale, sociale ou autre. Mais certaines familles ont besoin d'être accompagnées. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment tout. C'est à la fois l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, mais c'est aussi un axe parentalité où du coup, voilà, faire les premiers pas avec eux, peut-être dans des lieux culturels où ils ne s'autorisent pas à aller parce que c'est le théâtre, parce que c'est le conservatoire et que j'y ai peut-être pas ma place. Donc voilà très rapidement le projet tel qu'on l'a conçu à Corbeil. On fait de l'éveil, de l'éducation artistique et citoyenne et culturelle dans les quartiers populaires depuis 20 ans. Donc, ce côté des publics empêchés, enfin des gens qui, et pour les plus grands, et nous, on est au cœur de ces sujets. Donc, tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des gens qui ne passent pas la porte de certains établissements ou certaines pratiques parce que ce n'est pas pour eux, c'est partagé. Merci. Il nous reste encore quelques minutes avant le dernier tour d'expérience. Donc, comme je vois que Strasbourg, vous nous avez partagé beaucoup d'infos dans le chat. Donc, peut-être vous pouvez prendre la parole pour nous présenter ce que vous indiquiez. Est-ce qu'on a toujours quelqu'un de Strasbourg? Non? Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Anne Kretz, inspectrice à Strasbourg 3, travaillant dans la cité éducative Elzo Meno Neuhof et chargée de mission petite enfance, entre autres. Alors effectivement, comme je le disais dans le chat, on a développé un partenariat avec la ville de Strasbourg depuis quelques années déjà, depuis 2015, concernant la formation des acteurs professionnels qui rencontrent les enfants de moins de 3 ans. Donc, chaque année, on a des thématiques et on assure une formation de 12 heures avec un temps de conférence et un temps d'atelier, de mise en œuvre de ce qu'on a pu apporter durant les conférences, d'échanges, de définition de posture. Et cette année, par exemple, ce sera sur l'école inclusive ou la structure inclusive. Et nous faisons intervenir des professionnels de l'ASH, des pédopsychiatres et autres professionnels. Cela permet aussi aux différentes personnes d'exprimer leurs demandes, leurs questions, leurs doutes parfois sur la posture qu'ils ont. À travers ces regards croisés, on construit des postures. Parallèlement à ça, il y a d'autres actions. Là, je vois que l'autre personne de Strasbourg que je salue, mais que je ne connais pas, évoquait l'accueil les premiers jours de classe. Effectivement, dans beaucoup d'écoles de Strasbourg, nous avons la chance de bénéficier de personnes d'associations, de l'AP ou de la PMI, qui accompagnent les parents et les enseignants lors de cette première scolarisation. Merci beaucoup pour cette intervention. Comme je le disais en introduction, on voit bien que ça prend des formes très différentes. Je vois quand même beaucoup de points de convergence dans vos actions. Vous avez beaucoup insisté, Julia, notamment sur la dimension participative et qui rejoint ce qui vient d'être évoqué par vous, Anne, et l'implication des professionnels concernés pour changer aussi un peu les pratiques. S'il n'y a pas d'autres questions sur le projet du réseau Montmartre, mais vous pouvez encore vous signaler, je vais laisser la parole à Sarah pour… Oui, on est bon sur le timing, donc je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai vu qu'on avait loupé une question de la cité éducative de Brest, mais par rapport à l'intervention d'équipe de Lormont. Du coup, on a le temps, profitons-en pour échanger. Et donc, la question de la cité éducative de Brest, c'était si vous aviez eu des retours des familles suite à la diffusion du clip vidéo sur lequel vous avez travaillé.
On peut peut-être répondre juste à cette question avant de passer on est là, je suis désolée, on a tourné l'ordinateur entre-temps, donc on a, on a le contre-jour derrière. On a quelques premiers retours de famille, en effet. Ce qu'on a constaté sur les 2 animations, et notamment sur la veille de la rentrée, c'est qu'on avait un public très, très mixte qui s'était saisi de cette invitation-là sur des animations jeux et lecture. Donc, on a à la fois des familles qui, d'ailleurs, viennent aussi des 2 écoles qui sont intégrées au REP+, mais pas à la cité éducative, qui sont en dehors des QPV, qui étaient très concernées, très inquiètes, très questionnées, qui avaient activé tous les leviers qu'elles pouvaient trouver disponibles pour accompagner leur enfant là, dans cette projection. Et on avait aussi des familles qui, par contre, étaient très éloignées, qui ont l'habitude de vivre cette esplanade pour ces jeux, qui ne se posaient pas du tout ces questions de scolarité, y compris à la veille de l'école, et pour qui on a pu entamer un dialogue. Ce qu'on a constaté, c'est que sur les 25 ou 30 familles qu'on a croisées sur cette matinée-là, quasiment toutes les familles qui nous disaient ne pas avoir vu le film avant d'être venues ont interpellé leur enfant à un moment donné de la matinée pour leur proposer de le regarder là, directement, immédiatement avec elles. Donc, c'est plutôt quelque chose qui semble facile d'accès pour elles. Voilà. Oui, on a en effet le nombre de vues sur YouTube. Alors, moi, je m'amuse souvent à dire que je n'ai jamais suivi mes likes autant que sur ce film-là, mais mine de rien, on s'est aperçu que rien que dans le mois d'août, on a comptabilisé entre 200 et 300 vues. Donc, c'est quand même un outil qui a beaucoup circulé. On n'est pas dupe derrière ce nombre de vues. On sait qu'il y a des familles qui l'ont regardé plusieurs fois et d'autres qui ne l'auront pas vu. Mais c'est quand même quelque chose qui circule. Et après, l'autre indicateur de retour qu'on a, c'est celui de l'appropriation par les professionnels. Quasiment toutes les écoles nous ont sollicité pour obtenir leur capsule vidéo, l'intégrer à leur outil d'information et d'accueil des familles. Donc, oui, on semble avoir un outil qui... alors, je ne sais pas sur les effets de fond sur la compréhension de ce qu'est l'école maternelle, ça, on n'a pas encore assez de recul, puis c'est de toute façon pas le seul outil qui contribue à une bonne ou une mauvaise rentrée. Mais par contre, en termes d'appropriation, on a l'impression qu'il est assez générique et assez adapté pour être utilisé par tous de façon différente et que chacun y trouve son compte, quoi. Donc, on a plutôt des retours, en tout cas les retours des professionnels du territoire qui ont contribué à son écriture, qui ont accueilli des tournages ou qui ont été à la fin sur le livrable de l'outil, tous sont très satisfaits. Ouais. Après, ce qu'on n'a peut-être pas beaucoup développé, c'est la question de l'interprétariat, parce que ça se pose. Donc, même si vous avez remarqué que c'est un film qui a peu de paroles, hein, il peut tout à fait être regardé pour l'image et être compris en regardant les images. Il y a cette question après de la diffusion et de l'accompagnement vers les familles non francophones qui va se poser. On a la chance d'être sur un territoire où on a une très grosse asso d'interprétariat qui nous permet d'activer de l'interprétariat pour faciliter les relations institution-famille. On peut imaginer que, comme pour tout rendez-vous, on puisse à un moment donné avoir une assistante sociale qui propose à une famille de le visionner en présence d'un interprète pour pouvoir avoir une discussion après accompagnée sur le contenu du film et les questions qu'il peut faire émerger, quoi. Après, c'est peut-être juste pour débriefer les images que vous avez vues, c'est un film qui a été pensé pour mettre vraiment en valeur l'importance de l'apprentissage à l'école. On a sur le territoire, on a quelque chose qui se joue, qui est de l'ordre de la confusion entre la scolarité et le mode de garde petite enfance. Donc, que ce soit autour de l'accès aux places en TPS ou que ce soit sur les premières entrées en scolarité maternelle, on a quand même beaucoup de familles qui sont éloignées de la question scolaire, qui ont recours à l'inscription en petite section, mais finalement plus pour passer du fonctionnement familial ou du binôme mère-enfant à un mode de garde. Les mamans attendent aussi quand même de pouvoir retrouver un petit peu de liberté, pouvoir reprendre une activité professionnelle, etc. Mais il y avait un vrai enjeu, une vraie attente des professionnels de l'éducation nationale de permettre aux familles de saisir l'importance des apprentissages qui se jouent autour de cette première année.
et y compris des apprentissages qui sont de l'ordre de l'autonomie, pas que des apprentissages scolaires. Donc, vous avez vu qu'il y a plein de choses sur les lettres, sur le compte, sur les comptines, etc. Mais il y a aussi énormément de moments dans le film où on voit ces enfants qui, à 3 ans, sont autonomes pour remonter la fermeture de leur manteau, des enfants de 3 ans à qui on accepte de confier un ciseau. Tout ça, ça fait écho pour nous qui les avons vécus à des moments et des expressions et dans les ateliers d'écriture. Voilà, la place et la conscience de l'apprentissage. Et du coup, tout ce qu'on attend aussi des familles sur l'assiduité scolaire pour permettre aux enfants de suivre ces apprentissages, sur la gestion du rythme de vie et de l'hygiène de vie pour permettre à l'enfant d'être disponible quand il vient en classe, parce qu'il se passe tout ça dans la journée. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles en première lecture sur le film, mais qui font vraiment de ce film un outil à accompagner et support à discussion et à médiation avec les familles. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions pour Nathalie. Nathalie, je vous propose de répondre dans le chat. On va peut-être passer, Sarah, au prochain retour d'expérience. Oui. Donc, on va changer de territoire à nouveau. Et je vais passer la parole à Jérôme Vouet de la Cité éducative de Laxou. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un retour sur l'expérience, c'est surtout des projets qui sont en train d'être montés sur la commune de Laxou et notamment sur la cité éducative. Donc, je vais recadrer un peu le territoire parce que c'est une cité éducative un peu particulière. C'est la cité éducative de Nancy qui comporte trois territoires, donc qui se situe sous le plateau de Haye, anciennement quartier du Haut-du-Lièvre. Et elle regroupe les villes donc, de Nancy, de Maxéville et de Laxou. Donc déjà que les cités éducatives sont parfois compliquées, là avec 3 communes, c'est encore un peu plus compliqué. Et les projets dont je vais parler concernent en même temps la commune de Laxou et en même temps la cité éducative, parce que des projets pourront être transférés sur cette cité éducative. Donc Laxou, c'est une petite commune à côté dans la métropole du Grand Nancy, on est 15 000 habitants, et on a la particularité d'avoir 2 quartiers prioritaires dans ce cadre-là, dans une ville de 15 000 habitants. Et les projets, donc un quartier qui est REP+, avec la cité éducative, donc le Champ de Bœuf, et un autre quartier qui est actuellement en pleine rénovation urbaine avec le projet national de rénovation urbaine. Et ça, ce sera important pour la suite de l'exposé. Donc les projets dont je veux vous faire part sont des projets qui sont en cours de réalisation et en cours de réflexion, avec un partenariat assez important avec l'éducation nationale, puisqu'il s'agit en globalité de comment on fait pour faciliter le transfert, enfin l'arrivée, le passage des structures petite enfance vers les écoles maternelles. Et notamment, sur ces quartiers prioritaires et ces quartiers politiques de la ville, des enfants qui ont 2 ans qui peuvent être scolarisés dès 2 ans dans des quartiers politiques de la ville. Donc, on a travaillé sur plusieurs choses et l'idée générale, c'est de mettre de la continuité éducative et de la cohérence éducative pour que le passage soit le plus facile possible, on va dire, et pour les enfants et pour les parents, mais aussi pour les professeurs des écoles qui accueillent les enfants. En point d'orgue de ces 2 projets, je finirai par vous expliquer tout à l'heure le nouveau pôle enfance qui va sortir de terre dans le cadre de la rénovation urbaine et qui va pouvoir, j'espère, mettre en œuvre tous les projets qu'on a là sur la commune de Laxou. Alors, le premier projet que l'on a et qu'on travaille actuellement avec l'éducation nationale et les structures petite enfance, j'ai rencontré Madame Borazo de l'inspectrice de l'éducation nationale vendredi dernier pour évoquer tous ces projets et les valider, entre guillemets. C'est la création, alors je ne sais pas encore comment l'appeler, mais d'une fiche qui ferait le lien entre la structure petite enfance et l'éducation nationale. Alors peut-être ça existe déjà ailleurs, hein, mais c'est une fiche qui suivrait l'enfant vers l'école maternelle, vers les professeurs des écoles maternelles, avec des informations diverses et variées dedans, mais qui permettrait aux enseignants et aux professeurs des écoles déjà d'avoir une connaissance de l'enfant, de la famille, et des difficultés peut-être que les familles rencontrent ou de la fréquentation que les enfants ont eue dans la structure collective, s'ils ont fréquenté cette structure, si c'était régulier, si ce n'était pas régulier, comment ça se passait à l'intérieur. Enfin voilà, toutes des informations qui vont pouvoir donner des billes aux professeurs des écoles, notamment sur comment s'est passée la socialisation, comment se passaient les relations avec les parents. Alors bien entendu, avec l'accord des parents. Rien n'est fait sans l'accord des parents et cette fiche sera
rempli avec les parents, parce que je pense et je réfléchis à mettre aussi les parents à contribution pour qu'eux-mêmes aussi donnent des infos aux professeurs des écoles. On a réfléchi ça parce que des fois, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des suivis qui sont mis en place dans le cadre des structures petite enfance, et le passage en maternelle peut parfois donner lieu à des ruptures de suivi ou à des choses comme ça. L'idée est vraiment qu'il n'y ait pas de rupture ni éducative ni autre, et que le passage d'une sphère à une autre puisse se faire le plus tranquillement possible et avec le plus d'informations possible. Donc ça, alors c'est pas stigmatiser l'enfant, c'est pas travailler sur dire il y avait des problèmes, il était déjà suivi par la PMI ou il y avait des éducateurs de mise en place ou autre. Ça pourra faire partie de la fiche si les parents l'acceptent et si les parents le souhaitent. Mais c'est surtout parce que je pense qu'il y a des fois des informations qui arrivent tardivement, ou des mises en place d'actions qui ne sont pas tout de suite connues par le corps professoral et qui peuvent poser des difficultés ou poser des problèmes. J'ai oublié de dire que j'étais dans tout ce cadre-là, chef du service petite enfance, enfance-jeunesse, du dispositif de réussite éducative de la commune de Laxou. Donc on a je m'occupe en fait de 2 mois, 2 mois et demi, jusqu'à 16-17 ans et voire un peu plus. Le deuxième projet que l'on a, c'est toujours dans cette idée de favoriser le lien vers l'école préélémentaire, vers l'école maternelle et notamment les tout petits ou les petites sections. Tout le monde, toutes les structures petite enfance, je pense, organisent des journées de découverte de l'école maternelle pour que les enfants aillent voir la classe où il va être, l'école où il va être, pour qu'ils découvrent un peu où sont situées les classes, les toilettes, enfin bref, pour familiariser l'enfant à sa nouvelle structure et à l'environnement dans lequel il va être l'année d'après, au mois de septembre à la rentrée. Nous, on le fait aussi, mais je trouve que chez nous, en tous les cas, c'est un constat que je fais chez nous, je trouve que c'est trop peu, en fait. C'est souvent une journée ou une matinée en fin d'année, au mois de juin, quand tout le monde est un peu pressé par l'organisation d'une kermesse ou ceci ou cela. Et on est en train de travailler aussi sur organiser cela, mais à partir du mois de janvier, avec les enfants qui sont susceptibles de rentrer, qui vont rentrer au mois de septembre en petite section ou en école maternelle, en tous les cas, d'organiser ça, on espère, le plus régulièrement possible, à partir du mois de janvier, une fois par mois, je ne sais pas encore comment le travailler et comment le décliner, mais en tous les cas, pour qu'au fur et à mesure, jusqu'au mois de juin, les temps d'accueil de l'enfant dans les écoles maternelles soient de plus en plus importants, de plus en plus longs, pour pourquoi pas finir au mois de juin sur une journée complète, avec le repas à la cantine, si le gamin mange à la cantine à la rentrée, pour qu'il y ait une véritable acclimatation, on va dire, une véritable connaissance des lieux où il va être, de l'environnement dans lequel il va vivre et d'une journée d'école, comment ça se passe. Je fais le lien avec la vidéo de Lormont au tout début, où quelque part, ces journées qui vont être organisées ou ces temps de rencontres qui peuvent être organisés le seront de temps en temps avec les parents, dans la mesure du possible, et toujours en mettant des guillemets, parce qu'on doit le travailler avec l'éducation nationale, hein, c'est vraiment à l'état de projet actuellement, même si on a déjà avancé sur certaines choses, mais il faut qu'on arrive à travailler avec l'éducation nationale sur les modalités de ces rencontres, combien de personnes, comment ça se passe, etc. Mais les parents pourraient venir, je pense, une fois ou deux, ce qui pourrait aussi donner du sens à l'école maternelle en faisant venir les parents pour qu'ils se rendent compte de ce qui est fait la journée, les différentes étapes de la journée, les différents moments de la journée et comment les enfants vivent cette journée. Donc là, c'est vraiment un projet qu'on va essayer de mettre en place dès janvier, travailler rapidement donc, mais à mettre en place dès janvier. Alors peut-être à titre expérimental sur un groupe scolaire et notamment sur le quartier des provinces qui est en rénovation urbaine. Mais après, si l'expérimentation fonctionne, à élargir à nos différentes écoles et à nos différentes structures petite enfance. Ça met du lien entre les structures petite enfance et les écoles et l'éducation nationale. Ça peut aussi créer, pourquoi pas, des envies de travailler ensemble, des envies de mettre des choses ensemble pour que ce passage-là, en tous les cas, ne soit pas une rupture en plus pour certains enfants qui vivent déjà pas mal de ruptures. Et tout ceci, l'idée, on le travaille parce que dans le cadre de la rénovation urbaine, donc je vous disais au début, nous allons avoir un nouveau pôle enfance, alors ce qu'on appelle le nouveau pôle enfance, qui va remplacer l'ancien groupe scolaire Victor Hugo,
et qui va être reconstruit en face, alors sur un lieu plus grand, qui va être reconstruit en face. Et donc, on va reconstruire un groupe scolaire. Mais la nouveauté, entre guillemets, que l'on va avoir sur ce groupe scolaire et qu'on va avoir à l'Axou, c'est qu'accolé à la maternelle, à l'école maternelle, il y aura la structure petite enfance. C'est-à-dire que la structure structure enfance regroupera l'école primaire, maternelle et la structure petite enfance. Avec cette structure de petite enfance qui sera vraiment en lien avec l'école maternelle, puisqu'il y aura des classes tampons qui pourront permettre un travail collaboratif entre l'éducation nationale, les professeurs des écoles et les professionnels de la petite enfance. Tout ça pour essayer, encore une fois, on a des gamins qui arrivent à l'école à 2 ans, qui sont pas toujours, qui peuvent arriver à l'école à 2 ans, en tous les cas, qui ne sont pas toujours prêts, qui ne sont pas toujours, faciles à occuper ou à intéresser ou autre. Et l'idée, c'est de créer du lien, encore une fois, entre les professeurs des écoles et les professionnels de petite enfance, en mettant en place ces classes tampons, donc où les gamins pourront venir découvrir ce qu'est l'école. Alors là, dès la rentrée de la structure petite enfance, et puis au fur et à mesure encore augmenter. Mais si le gamin, par exemple, va un peu le matin dans la classe tampon et fait des ateliers ou des activités avec la maîtresse et une professionnelle de petite enfance, l'après-midi, il pourra retourner dans la structure petite enfance s'il a encore besoin d'une sieste, s'il a encore besoin d'être pris en charge véritablement l'après-midi. Et l'idée, c'est vraiment de construire une transition douce vers la scolarisation et peut-être on voit bien, vous avez évoqué, et l'après-midi, on a évoqué la problématique de certaines familles qui ne mettent pas les enfants en structure petite enfance, mais on a encore aussi des problématiques sur l'accueil à 2 ans, où les familles ne mettent pas obligatoirement à 2 ans, même si c'est pas obligatoire, mais pour certains, c'est toujours intéressant. Donc, ça nous permet aussi de créer ce lien avec les familles, de créer cette proximité avec les familles pour que les parents voient ce qu'est l'école et voient que c'est intéressant de mettre les enfants à l'école, mais aussi dans les structures petite enfance. L'intérêt de ce groupe scolaire et de pôle enfance, c'est que des enfants qui rentreraient en structure petite enfance à 2 mois et demi pourraient sortir du pôle enfance en CM2 en ayant fait, on va dire, une scolarité complète. Alors, j'intègre la petite enfance dans la scolarité, mais en tous les cas, en ayant tout ce parcours dans le même lieu et dans le même endroit. Avec l'idée aussi de mettre en place des formations communes. Alors, ce qui existe déjà en ce moment sur la cité éducative du plateau, on a des formations communes avec les enseignants, les ATSEM, mais aussi les professionnels petite enfance. On a 2 EJE qui ont été recrutés sur la cité éducative du plateau pour faire alors pas que pour ça, mais en tous les cas, là, elles ont fait la rentrée sur les différents groupes scolaires pour accompagner certaines familles, pour rassurer certaines familles, pour faire le lien avec l'école. Et donc, il y a des formations qui vont se mettre en place et on mettrait, nous, en place des formations communes pour la connaissance de l'enfant, pour les professeurs des écoles, sur le développement véritablement de l'enfant, sans dire qu'ils ne le connaissent pas, mais un enfant de 2 ans, ce n'est pas la même chose que les enfants quand ils arrivent à 3 ans, 4 ans, pour vraiment savoir comment s'en occuper, pour que nous aussi, nos professionnels de petite enfance sachent vraiment de quoi ils retournent à l'école. Alors, ils ne vont pas être professeurs, hein, mais en tous les cas, faire du lien et mettre du lien. La volonté première, c'est de vraiment avoir une cohérence éducative dès la petite enfance jusqu'à la sortie de ce groupe scolaire. Et pour ça, on est en train de travailler aussi, alors ça dépasse peut-être le cadre, mais en tous les cas, ça rentre dans ce fonctionnement et dans ce passage petite enfance à école. Sur nos structures petite enfance, on travaille actuellement sur la mise en place de pédagogie autour de l'itinérance ludique et tous ces travaux de Laurence Rameau. Alors, on n'est pas itinérance ludique, mais on est en train de réfléchir avec nos professionnels à cette mise en place, en tous les cas. L'idée étant que sur ce nouveau groupe enfance, si on met ça en place sur la structure petite enfance, pourquoi pas le mettre en place sur les différents autres temps. Alors là, c'est véritablement à travailler avec l'éducation nationale, à mettre en place. Alors, sur une autre école de la cité éducative, en maternelle, ça se met en place avec des enseignants qui, en maternelle, ne font pas de groupe
petites sections, grandes sections, moyennes sections, mais qui travaillent sur des ateliers ou des univers, enfin bref, qui mettent un peu en place ça. Et cette cohérence éducative, elle serait vraiment intéressante à trouver, encore une fois, pour éviter les ruptures entre des enfants, entre les différentes sphères. Donc voilà, c'est vraiment des étapes sur lesquelles on est en train de travailler, c'est vraiment des projets. Alors j'ai vu que Madame Messinas parlait des classes passerelles, effectivement, ça ressemble aux classes passerelles. Alors nous, on n'est encore pas dedans, on n'est encore pas labellisé classe passerelle, on a appelé ça classe tampon en ce moment, parce qu'il fallait qu'on trouve un nom pour le nouveau pôle enfance et pour créer le projet avec nos architectes, etc. Donc on a appelé ça classe tampon. L'idée étant qu'il y ait des classes, mais aussi qu'il y ait des espaces extérieurs avec des jeux extérieurs où l'école maternelle pourrait travailler avec la structure petite enfance, avec les petits qui seraient amenés à rentrer en maternelle. Donc c'est vraiment 3 projets. Alors le pôle enfance, c'est plus un projet parce que le pôle enfance devrait sortir de terre en 2024 normalement. Donc là, c'est plus à l'étape de projet. Hein, l'architecte a été choisi, l'intérieur du pôle enfance est connu. On a travaillé notamment sur la structure petite enfance pour éviter justement, pour travailler sur l'itinérance ludique, faire en sorte qu'il y ait le moins de cloisons possible et que les enfants soient un peu plus libres dans l'espace et pour aller librement dans toute la structure. Mais, donc ça, c'est plus un projet, ça sort. Les 2 autres projets que je vous ai présentés sont vraiment au démarrage de l'idée. Alors, on en a déjà parlé avec certains enseignants au cours de l'année. Là, j'ai commencé à travailler, moi, sur cette fiche qui pourrait faire le lien entre la structure petite enfance et l'école maternelle. On va faire circuler, notamment avec l'éducation nationale, pour que chacun amène un peu sa pierre à l'édifice et qu'on sache aussi ce qu'attend l'éducation nationale d'une fiche comme ça. Mais en tous les cas, voilà, on travaille là-dessus. Le lien parent-enfant se fera aussi par rapport à ça, puisque les parents seront partie prenante de ces fiches et de ce travail. Donc voilà sur ce qu'on fait actuellement sur l'AXOU, mais qui peut être aussi transféré sur la cité éducative du plateau en termes de transition vers l'école, de la petite enfance vers l'école. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce retour d'expérience et puis pour ce retour sur toutes ces actions et projets très prometteurs. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Des questions ou des remarques? Est-ce que ça inspire des projets ou est-ce que peut-être vous mettez en place ou êtes en réflexion pour porter des actions similaires sur vos territoires? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vais me permettre de prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Très bien. Alors, je suis Virginie Messager et je suis coordinatrice petite enfance, famille et parentalité pour la ville de Lille. Donc, je coordonne à la fois une action passerelle sur le territoire de Lille pour la cité éducative de Lille Sud. Et également, comme je mets en place des commissions petite enfance qui travaillent les liens entre les structures d'accueil du jeune enfant et les écoles maternelles, on est en train également de réfléchir sur comment faire une transition entre le secteur de la petite enfance et l'enfance pour que les parents, les enseignants, les enfants et les ATSEM puissent arriver dans des bonnes conditions à l'école. Donc là, on a fait déjà un groupe de travail sur le territoire sur 3 quartiers de Lille pour essayer de réfléchir à comment faire pour travailler tous ensemble. Et les écoles sont très demandeuses également de ces temps de coordination, les structures d'accueil du jeune enfant également. On avait aussi le relais de petite enfance avec les assistantes maternelles où on a l'ambition du coup de prévoir lors des semaines de décharge, donc on a la chance d'être en territoire et plus avec des temps où les enseignants sont déchargés, où on va pouvoir créer des passerelles, donc à raison à peu près d'1 fois par mois, où l'enfant vient à l'école avec son parent, avec les autres enfants de la crèche, pour découvrir l'univers de l'école.
Les assistantes maternelles peuvent venir aussi. Donc ça a été demandé par les assistantes maternelles pour qu'elles puissent, elles aussi, préparer la rentrée avec les enfants. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on voit qu'il y a un consensus au niveau des souhaits, que tout le monde se connaisse mieux. Et en même temps, à partir du moment où on peut établir un pré-planning, donc là, pendant des semaines de REP+, on a l'impression en tout cas qu'on avance sur les mêmes types d'expériences que vous avez présentées tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas encore ce que ça va donner. On a déjà sollicité les coordinateurs des réseaux REP+, d'éducation prioritaire, pardon. Donc, on devrait aussi aboutir sur ce type de projet prochainement. Merci beaucoup, Virginie, pour ce témoignage. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a des questions par rapport au projet de l'AXOU? Alors, je vois une question sur les familles qui ne fréquentent pas les structures petite enfance, notamment. Donc, on va bien entendu essayer de toucher ces familles-là qui ne fréquentent pas les structures petite enfance et de voir notamment ce qui empêche déjà de fréquenter les structures petite enfance, si c'est une volonté ou si c'est un empêchement particulier. Mais elles font partie du projet. Parce que l'idée, c'est de travailler avec toutes les familles sur le passage et peut-être encore plus avec les familles qui n'ont pas fréquenté les structures petite enfance, parce que le passage à l'école peut être bien plus difficile pour ces enfants qui n'ont pas découvert la collectivité, qui n'ont pas découvert la vie avec plein de monde autour de soi et des pleurs, etc. Donc, on va peut-être même mettre l'accent plus sur les familles qui n'ont pas fréquenté les structures petite enfance en priorité pour qu'elles puissent découvrir, soit venir déjà dans les structures petite enfance, faire découvrir déjà les structures petite enfance et après les faire participer à nos projets. Merci beaucoup, Jérôme. D'autres réactions ou questions? Quelqu'un veut-il prendre la parole? Non? Pas d'autres interventions? Alors, pour ma part, c'est vrai que de vos illustrations, je vois qu'on a une nouvelle... Alors, est-ce que vous voulez prendre la parole sur cet objectif de transition vers l'école, le fait qu'il n'y ait pas de sectorisation dans les établissements d'accueil du jeunes enfants, est-il un frein à travailler avec des écoles ciblées? Alors, ça peut être un frein quand une structure petite enfance accueille vraiment des enfants d'un peu partout et qui ne sont pas dans les écoles effectivement avec lesquelles on travaille. Pour nous, sur l'AXOU, par exemple, on a une structure petite enfance dans le quartier des provinces, le quartier prioritaire des provinces, qui est en rénovation urbaine, et la quasi-totalité des enfants vont sur le groupe scolaire Victor Hugo, donc, qui est dans le quartier. Donc là, on a la chance, entre guillemets, que ces enfants puissent fréquenter cette école-là après. Après, c'est sûr que s'il y a un ou deux enfants qui fréquentent une autre école et qui vont dans une autre structure, ça peut être compliqué. C'est surtout un problème humain et d'accompagnement qui se posera à ce moment-là. Mais je pense que ça peut être faisable quand même. Alors pour tout vous dire, je prends l'exemple de ma compagne qui a une structure petite enfance et qui est directrice et qui est dans un quartier à Metz où aucun enfant qu'elle accueille ne vont dans une école du quartier, quasiment. Elle emmène quand même faire la visite de l'école à tous les enfants, avec l'accord de la directrice de l'école concernée, pour qu'au moins les enfants puissent avoir une visibilité de ce qu'on fait à l'école, puisque en maternelle, il y a des choses différentes, mais le fonctionnement est quand même quasi identique. Donc, elle emmène quand même les enfants dans l'école, même si ce n'est pas leur école de secteur et si ce n'est pas leur école du tout, quoi. Donc, je pense que ça peut être un frein, mais si le frein il y est, c'est surtout un frein humain et accompagnement qui fera la problématique, quoi. Merci beaucoup, Jérôme. D'autres questions, interventions, retour d'expérience peut-être sur des projets de transition petite enfance, école, sur vos territoires?
Alors, dans ce cas, je vais peut-être encore me permettre allez-y, Virginie. Donc là, je vais peut-être faire un petit retour sur une action passerelle qu'on met en place sur le territoire de l'île Sud. Donc là, on s'adresse essentiellement à des enfants qui n'ont pas connu d'accueil collectif, que ce soit EAJE ou même chez une assistante maternelle, qui sont âgés de 2 ans, donc pour une scolarisation précoce en toute petite section. Et on travaille le lien de séparation avec deux éducateurs de jeunes enfants qui travaillent pour la ville de Lille. Donc, ils sont sortis de leur structure d'accueil pour travailler sur l'action passerelle. Donc, notre objectif, c'est d'aller récupérer, on travaille avec 3 écoles de la ville de Lille, c'est d'aller récupérer 8 familles via les partenariats. Donc, on est allé les rencontrer via les distributions d'aide alimentaire. La PMI est également un partenaire clé pour nous permettre d'identifier des familles et notamment sur les besoins de travailler le soutien à la parentalité ou la séparation avec le parent. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a donc 24 familles accompagnées. Il y a tout un travail en amont de la rentrée à l'école qui se fait sur des ateliers parents-enfants dans le quartier pour vraiment découvrir quelles sont les structures ressources du quartier en termes de parentalité. Donc, on alterne, on va visiter des ludothèques, on informe sur l'existence des LAP, on va dans des centres sociaux. Donc, vraiment pour faire découvrir aux parents tout ce qui se trouve à proximité de chez eux et ce sur quoi ils peuvent s'appuyer en cas de besoin. On travaille à préparer la famille, donc le parent et l'enfant à l'école, en lien avec les éducateurs de jeunes enfants, les enseignants et les ATSEM. Ensuite, quand le petit groupe est prêt à découvrir l'école, on continue ces ateliers parents-enfants au sein de l'école avec une découverte de la classe. Donc, le parent est invité à rester avec son enfant pendant 1 heure, 1 heure et demie sur un temps de classe pour découvrir l'école, donc de manière très progressive. Donc, au début, on voit que les enfants se mettent un peu en retrait, sont très observateurs. Petit à petit, sont invités à participer à la vie de la classe. Quand le parent et l'enfant se sentent prêts, le parent est invité à sortir de la classe, mais reste dans l'enceinte de l'école. Donc, on propose un petit accueil pour rediscuter de l'expérience de l'école et pour que le parent puisse aussi revenir s'il y a besoin, si l'enfant a besoin d'être avec son parent. Ça dure plusieurs semaines, ce temps d'appréhension de l'école. Et ensuite, quand tout se passe bien, l'enfant va de manière définitive à l'école. Donc, c'est vraiment un projet en très grande transition très douce d'entrer en toute petite section pour des enfants de moins de 3 ans. Donc, c'était expérimental l'an dernier où on était déjà sur 12 familles. Cette année, on amplifie l'action et on voit effectivement que ce projet est très profitable, que ce soit pour l'éducation nationale qui nous confie à avoir des rentrées très sereines et l'impression de connaître déjà les enfants avant qu'ils soient à l'école, de connaître les parents, l'histoire familiale, qui aide aussi à accompagner de manière optimale une famille. Pour les enfants qui apprennent à connaître l'école vraiment de manière très délicate, de voir ce qu'on attend aussi d'un enfant à l'école, de travailler sur la propreté, de prendre le temps de travailler avec des éducateurs de jeunes enfants sur la propreté, les limites, la frustration, donc pour vraiment devenir un élève. Et le parent qui, lors des ateliers, a compris aussi le fonctionnement d'une école et ce qu'on attend d'eux. Donc, ils sont passés de parents à parents d'élèves. Voilà, donc une expérimentation qui est encore en cours et qui va se poursuivre l'an prochain. Merci beaucoup Virginie, très intéressant et d'autant plus intéressant que nous animons par ailleurs le réseau des territoires démonstrateurs Accueil pour tous et que ce sujet de comment capter les familles qui au fond ne fréquentent pas pour beaucoup les services à leur disposition. Donc quand on parle de transition petite enfance école avec des familles qui peut-être
n'ont pas poussé la porte d'une mairie pour s'inscrire pour une place d'accueil en crèche ou ailleurs, qui n'ont pas leur enfant dans un lieu d'accueil auprès d'une assistante maternelle, qui ne fréquentent pas peut-être le lieu d'accueil enfants-parents. On voit bien qu'au travers de votre expérimentation, vous élargissez un peu votre champ de vision et c'est extrêmement intéressant de partager votre expérience et c'est aussi un sujet qui anime les territoires démonstrateurs Accueil pour tous. Donc, on est ravis de votre intervention. Je trouve qu'elle est tout à fait en cohérence avec ce qui anime les uns et les autres. Pour ma part, moi, j'ai retenu de vos interventions, tous. En effet, quand on parle transition petite enfance, enfance, vous cherchez chacun avec des médias différents finalement à désacraliser, dédiaboliser, réconcilier, je ne sais pas, mais en tout cas faire en sorte que l'école soit un lieu dans lequel l'enfant se sente bien et dans lequel le parent se sente autorisé à entrer. On voit bien que vous avez utilisé des médias différents, c'est extrêmement intéressant. Je trouve tout le processus que vous avez conduit à Lormont, de l'atelier d'écriture jusqu'à la proposition d'un clip, l'approche artistique et culturelle dont certains d'entre vous disaient qu'elle est attractive. C'est vrai que c'est une autre façon d'appréhender cet accompagnement et en même temps, vous pointez la nécessaire participation, implication, alors à la fois des professionnels dans un croisement, dans une transversalité qui n'est pas forcément naturelle entre les professionnels de la petite enfance et les professionnels de l'éducation nationale avec des projets. On voit bien que la formation, de ce point de vue-là, elle peut avoir un effet d'accélérateur, mais aussi la participation, bien sûr, des parents, des familles et des enfants. Donc, vos projets illustrent bien la diversité des modalités d'action et je vous remercie pour cela. Pour finir notre visio, on voulait partager avec vous, puisque c'était l'objet, alors les membres du groupe pilote le savent, mais peut-être les autres ne le savent pas. Au cours de notre accompagnement, on a travaillé avec les cités éducatives présentes lors de nos visios à l'élaboration d'une fiche repère. L'idée, c'est justement de laisser une trace de ces retours d'expérience partagés, de l'intervention aussi parfois de scientifiques, de chercheurs, d'associations particulièrement engagés sur un sujet et partenaires peut-être de vos projets. Laisser une trace qui puisse être une source d'inspiration. On n'a pas d'autres prétentions. Il ne s'agit pas d'estampiller de bonnes pratiques ou de donner des bons points aux uns et aux autres, mais bien d'illustrer la diversité des approches. Nous l'avons fait sur un certain nombre de thématiques évidemment, on ne va pas se lancer à 45 dans un travail aussi construit que nous avons pu le faire en petits groupes. Mais je voulais vous dire deux choses, peut-être juste avant de vous partager à quoi ressemble une fiche. C'est que ça nous semblerait intéressant, là, un peu à chaud, que vous nous disiez, vous, ce que vous avez retenu de cette présentation depuis 14 heures et les points sur lesquels vous souhaiteriez que nous puissions vraiment mettre l'accent. Et puis vous inviter aussi, puisqu'on a programmé une réunion du groupe pilote Petite Enfance pour finaliser cette fiche repère. Si certaines cités parmi vous qui ne participez pas au groupe pilote êtes intéressés à venir nous rejoindre, vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, donc je vais peut-être dès à présent partager à titre d'exemple une fiche repère que nous avons réalisée sur la thématique de l'allée vert. Est-ce que vous la voyez bien? De mon côté, pour l'instant, ton écran est noir, mais ça charge. Ça arrive. Et je vois que moi, c'est figé, c'est bien dommage. Ouais, pareil, noir et figé. Alors, je vais te laisser... mais vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, donc je vais te laisser partager peut-être. Eh bien, il faut que tu départages de ton côté. Voilà, si ça veut bien. Si ça veut bien. Pour l'instant, ça ne veut pas. Eh oui, c'est mon ordinateur qui bloque. C'est la magie
C'est la magie du direct, donc je n'ai plus aucune commande, je suis désolée. Donc, je vais te laisser prendre le relais peut-être. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vous partager dans le chat, à défaut de pouvoir partager sur l'écran. Je pense que c'est bon là. Je crois que j'ai arrêté ton partage de manière autoritaire. Ah ben, très bien, c'est parfait. Mais du coup, ce n'est pas l'allée vert, c'est la fiche donc sur la prévention et l'usage des écrans. Pour vous donner un peu l'historique, on a travaillé sur 3 thématiques. Donc la prévention et l'usage des écrans, la multiculturalité et l'allée vert, qui ont abouti à la création de ces fiches repères, hein, qui, comme le disait Valérie, se veulent assez synthétiques et voilà, qui ont pour objectif vraiment de donner des éléments un peu pratico-pratiques aux porteurs de projets. Donc, pour vous montrer un peu comment sont construites ces fiches, donc on a repris un peu le cycle des projets en repartant de la première étape qui est celle de l'identification des besoins et des objectifs. Et en fait, à chaque étape de cycle de projet, on y a également fait figurer des retours d'expérience des cités éducatives ou d'autres intervenants qui ont eu l'occasion d'intervenir lors des différentes visios qu'on a eues sur les différentes thématiques. Donc voilà, il y a l'étape 1 autour de la définition des objectifs en repartant toujours des besoins repérés auprès des familles. L'étape 2 qui s'articule autour de la mobilisation, notamment des partenaires qui sont associés dans le cadre des actions portées par les porteurs de projets. Là aussi, avec des retours d'expérience de différentes cités éducatives. L'étape 3 qui s'articule autour du lancement du projet et également de la communication à faire à chaque étape de la mise en œuvre du projet, que ce soit auprès des familles, des partenaires, etc. Et enfin, la dernière étape autour de la capitalisation des enseignements tirés du projet et puis voilà, de cette phase d'évaluation qui est importante aussi pour pouvoir un peu objectiver les effets de l'action, l'adapter selon les besoins, etc. Et enfin, on a un encart aussi avec une boîte à outils qui recense un peu différentes ressources qui ont pu être partagées et qui n'est bien sûr pas exhaustive, mais qui voilà, présente quand même quelques ressources qui peuvent être utilisées par les personnes qui souhaitent s'informer sur la thématique en question et essayer de porter des actions autour des thématiques. Voilà pour les fiches repères. Peut-être que là, sur la base de tout ce qui s'est dit depuis 14 heures, nous, dans la perspective d'élaboration d'une fiche repère sur ce format-là, autour de la question de la transition petite enfance-école, est-ce que vous auriez déjà des éléments à nous partager que vous souhaiteriez faire figurer dans cette fiche et que voilà, vous identifiez comme particulièrement important et à ne pas oublier de notre côté dans ces fiches. Juste avant, peut-être pour répondre à Anne, donc on a 3 thématiques à ce jour. Donc on a la fiche prévention à l'usage des écrans, la fiche démarche d'aller vers, au sens à la fois de l'itinérance et de la transformation des pratiques, et puis une fiche dédiée à la multiculturalité avec un retour d'expérience qui nous avait été fait sur Marseille, notamment. Voilà, donc la fiche transition petite enfance école sera la 4e. Elles seront toutes mises à disposition d'ailleurs hein, des cités éducatives, bien au-delà du groupe pilote petite enfance. Pour répondre à ta question, Sarah, je pense que ce qui est important et ce qui est ressorti cet après-midi, c'est vraiment aussi la coordination et la collaboration entre les différents professionnels, entre la petite enfance pour faire et le corps enseignant. En fait, je pense que ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on peut, nous, dans la petite enfance, préparer le parent pour l'entrée à l'école, mais en fait, la première clé, c'est vraiment de pouvoir vraiment échanger avec les enseignants, avec nous, ce qu'on connaît du tout petit, de ce qu'elles ou eux ont comme contrainte au niveau de l'école. Et ça facilite grandement les choses. C'est-à-dire que voilà, on partage des choses et du coup, après, on peut emmener le parent
et l'enfant, du coup, dans cette découverte de l'école qui est, voilà, où les rentrées sont des fois un peu compliquées pour tout le monde, y compris les enseignants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres tours? Oui, Céline. Oui, bonjour. Je voulais intervenir. Je trouve ça très intéressant, les propositions des supports qui ont été proposés aujourd'hui. Dans la transition de la petite enfance vers l'école, je trouve que parfois on peut aussi en oublier les équipes périscolaires parce que de la petite enfance, ok, il y a les équipes de la petite enfance qui vont faire une navette avec les enseignants, mais il y a aussi les équipes du périscolaire qui découvrent les enfants qui arrivent dans les écoles. Et je pense notamment aux enfants en situation de handicap, où on ne connaît pas du tout l'enfant, c'est son premier jour à l'école, c'est son premier jour sur le mercredi, et là, les équipes animateurs vont être un peu dépassées par… donc, sur Ris Orangis, c'est un sujet qui a été abordé, maintenant qui n'est pas vraiment appréhendé. Il y a des pistes, comme par exemple des commissions, des instances où on pourrait échanger sur des situations particulières, parce que il y a les fiches repères, hein, mais l'échange oral crée aussi une autre dynamique et une passation, je trouve, qui est intéressante sous cette forme-là. Voilà. Oui, je vous rejoins, effectivement. C'est important. Et précédemment, sur un autre poste, en fait, on avait créé une passerelle pour les grands qui sortaient de l'école et du coup, plus généralement pour des grands qui allaient rentrer à l'école avec le centre de loisirs l'été. Et du coup, on avait travaillé avec nos collègues de l'enfance pour que voilà, qu'il y ait déjà un premier contact, parce qu'à la rentrée scolaire, en fait, il y a des enfants qui découvrent l'école, la cantine, l'accueil de loisirs dès le mercredi. Et du coup, on avait travaillé avec les collègues de l'enfance sur ce qu'on avait appelé passerelle en petite enfance. Et vous avez, oui, c'est quelque chose qu'on peut oublier, vous avez raison. Juste sur l'AXOU, alors le fait que je sois aussi la jeunesse et on met en place le plan mercredi et les centres aérés, ça facilite ce travail avec les équipes périscolaires, puisque toutes les passerelles que j'ai évoquées, on essaye de les mettre aussi en place sur le plan mercredi notamment, parce que c'est là que c'est le plus rapide en tous les cas. Donc on essaye aussi de travailler sur ces temps d'inclusion où les gamins vont venir au départ avec les familles. Là, on a un gros projet qui s'appelle Aller Vers. On l'a écrit l'année dernière, ce projet, où on va se servir de ces temps où les parents sont captifs aussi pour les garder avec nous, notamment sous le plan de mercredi, mais sur les centres aérés aussi, pour discuter avec eux, faire venir des professionnels sur des thématiques demandées par les parents. Mais ce lien avec les équipes, elles sont facilement faites quand on a un spectre de travail assez large et qu'on touche un peu à toutes les sphères de la journée de l'enfant ou de la semaine de l'enfant. Et c'est vrai que les équipes périscolaires peuvent être mises à mal aussi pendant ces rentrées-là sur des difficultés qui sont les mêmes que les enseignants ou que les professeurs rencontrent. Pas d'autres idées, mots-clés, points d'attention, points d'alerte sur les grands axes sur lesquels travailler pour faciliter cette transition, petite enfance. Peut-être revenir sur alors ça a été évoqué 2-3 fois, sur les familles qui ne fréquentent pas les lieux, un point d'alerte sur ces familles-là qui ne fréquentent pas les structures petite enfance et comment les toucher et comment les intégrer dans nos projets et dans les
dans les travaux qui sont faits pour l'accompagnement vers l'école. Céline, vous releviez la main. Oui, tout à fait. Parce que ça me fait penser, sur notre territoire, à Ris-Orangis, on a des ateliers sociolinguistiques. Alors, généralement, c'est des ateliers, beaucoup sont dédiés à l'insertion professionnelle des personnes qui ne parlent pas français. Mais on en a certains qui sont, notamment celui qui est porté par le service réussite éducative, axé sur le rapprochement des familles vers l'école. Qu'est-ce qu'une école, à quoi ça sert, et on l'a retrouvé tout à l'heure, on parle aussi des visites des structures. De par le biais des ateliers sociolinguistiques, on n'a pas, l'objectif, c'est pas d'avoir tel niveau en français à la fin de l'année. Quand on s'y inscrit, c'est à la fois développer son langage, apprendre le français, mais aussi s'insérer socialement et faciliter aussi le lien entre les parents et l'école. Donc, il y a des visites qui sont organisées régulièrement, ce qui met moi, l'intervenante sur ces ateliers-là, elle ne se dit pas « je vais devoir réaliser tant d'heures de français avec les parents sur une année scolaire ». Son enjeu aussi à elle, c'est d'impulser, de les faire sortir, ces mamans-là, de la maison. Ça crée du lien aussi entre elles, des échanges sur les difficultés qu'elles rencontrent avec leurs enfants. Et puis, il y a tout un partenariat en fait, qui se fait au niveau de la ville par ce biais-là des ateliers sociolinguistiques. Ça peut être une piste intéressante pour ces familles qui ont du mal à fréquenter, sont un peu éloignées des structures, des institutions, et qui parfois aussi n'ont pas d'enfants scolarisés. Voilà. Merci Céline. Valérie. Sur cette question de comment repérer les familles qui ne fréquentent pas les structures petite enfance, je me disais qu'il y a peut-être des choses à faire dans le repérage des fratries au sein des écoles, de manière à anticiper peut-être l'arrivée de plus petits. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les communes, mais nous, il y a clairement à Pau quelque chose à anticiper par rapport au moment des inscriptions. Je sais que la ville lance les inscriptions à partir de février. Donc, c'est pour ça que je trouvais que l'initiative de l'AXOU était intéressante, de dire pourquoi attendre le mois de juin en fait, pour inviter les familles à venir à l'école. Il y a peut-être des choses à construire tout au long du dernier semestre. Et il y a aussi d'autres initiatives qu'on a repérées dans d'autres cités éducatives qui pourraient peut-être nous aider par rapport à cette question-là. C'est la notion de parents ambassadeurs. Alors, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur la notion de la parentalité. Les cafés des parents, etc. Mais peut-être que sur ces questions-là, voilà, on pourrait aussi sensibiliser ces parents pour qu'ils aillent parmi leur réseau repérer les familles qu'on est tout petits. Merci Valérie. Nous sourions avec Sarah parce qu'en fait, le retour d'expérience de Saint-Étienne, la cité éducative de Saint-Étienne sur son dispositif parents ambassadeurs sera partagé lors de l'atelier le 10 octobre prochain. Donc, vous aurez l'occasion, si vous êtes présente, Alors, j'en profite pour vous donner une petite info parce qu'au début, on vous a partagé un peu hâtivement un tableau. On a commencé, je pense que la NCT s'est dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous font là de ça ?» Donc, éventuellement, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours figurer sur la liste d'attente en cas de désistement. C'est ce que nous indiquait Camille. Voilà. Mais a priori, les inscriptions sont closes. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On arrive au terme de notre visio. Sarah, peut-être donner l'info sur la prochaine date qui est prévue avec le groupe pilote, mais si certains d'entre vous sont volontaires pour nous rejoindre, pourquoi pas, pour élaborer cette fiche repère. Un grand merci pour les différents témoignages. On a un petit peu voyagé à Lormont, à Marseille, à l'AXOU, et nous partagerons
avec vous à nouveau les liens et le lien du petit clip de Lormont, peut-être le support PowerPoint, Mona, Julia, on verra ce que vous voulez nous communiquer pour le partager avec le groupe. À toi, Sarah. Ah, j'étais en train d'écrire un message dans le fil de discussion. Mais du coup, oui, la visio pour consolider un peu la fiche de repère, sachant que nous, on aura apporté des éléments sur la base des échanges qu'on a eu aujourd'hui, aura lieu le 19 octobre, donc c'est un mercredi, et elle se tiendra de 14h à 16h. Donc, on n'a pas encore de lien, mais pour les personnes qui souhaitent participer, je vais vous mettre mon mail dans le fil de discussion, et n'hésitez pas, s'il y a des volontaires, à me le préciser par retour de mail, et puis on vous enverra le lien pour cette visio. Voilà, il me reste à vous dire au revoir, une bonne fin de journée et à bientôt, et peut-être à Paris le 10 octobre. Au revoir, merci beaucoup pour votre attention. Merci Bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.